Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Si tu aimes l'histoire que je vais te raconter, n'oublie pas de lâcher un petit like en bas et de t'abonner. Ça fait toujours plaisir. N'oublie pas aussi de mettre dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui m'a été rapportée par un ami à moi qui s'appelle Abel Le Gall. C'est un Breton, il est médecin. Il vit dans un petit patelin en Bretagne que je ne citerai pas pour des raisons de confidentialité et de respect de la vie privée. Mais il faut savoir que c'est vraiment un petit patelin dans la campagne, un petit patelin reculé, où il y a des zones, beaucoup de zones sans accès à Internet. Et justement, ce soir-là, Abel est appelé en urgence. On est aux alentours de 10-11 heures du soir. Et il est appelé en urgence dans une ferme, justement, très reculée de la ville la plus proche où il vit. Alors il prend sa voiture, il met l'adresse dans le GPS rame un peu, il démarre, il roule quand même assez rapidement. Le GPS l'emmène par monts, par vaux, par les champs, par des petites routes boisées où le contact se perd, où il a vraiment du mal à se repérer. Et finalement, il arrive face à cette ferme, qui est une ferme traditionnelle, hein, avec un grand porche qui donne sur une cour intérieure, dans laquelle pénètre la voiture de mon ami. Alors il sort de la voiture, il fait nuit, je te l'ai dit, il est plus ou moins 11 heures du soir. Et les fenêtres sont ouvertes, on est en été, et il entend vraiment un cri horrible qui vient de l'intérieur du bâtiment. Alors, un peu la peur au ventre, hein, la boule au ventre, il s'approche du bâtiment, il frappe, il sonne, il entend des pas traînants qui viennent l'ouvrir, et il se retrouve face à un homme à la mine quand même peu amène, qui lui jette comme ça, ouais, c'est pourquoi? Mais pourquoi? Abel, un petit peu interloqué, dit mais on m'a appelé, j'ai été appelé en urgence, enfin il y a quelque chose, vous avez un souci, et il essaye quand même de regarder un petit peu derrière cet homme, qui a l'air d'hésiter, mais finalement le laisse entrer. Alors Abel rentre dans l'habitation, et là il est frappé d'horreur, c'est l'horreur totale. Il arrive, on l'amène dans une espèce de cuisine, et là, sur la table, gît une femme, c'est elle qui est en train de hurler. D'ailleurs ses cris s'amenuisent petit à petit pour n'être plus qu'un râle. Il y a deux autres hommes, en plus de celui qui est venu ouvrir la porte, donc ils sont trois, un petit peu à entourer Abel. Il sent que ces hommes sont menaçants. Et c'est surtout cette femme dont il ne peut détacher son regard qui attire son attention. Elle est visiblement en train de mourir. Son visage n'est plus qu'un magma sanglant, une espèce de bouillie informe. C'est comme si son visage avait fondu. On aperçoit sa trachée, les os de sa trachée au niveau de la gorge, comme si la chair là aussi avait été arrachée ou avait fondu. Elle a visiblement été soumise à une chaleur tellement intense que ses yeux, mains m'ont éclaté. Alors Abel doit vraiment... bon, il a un instant quand même de stress et en même temps de rejet. Ce sont des images qui choquent, hein, même un médecin expérimenté comme mon ami. Et donc, il y a un petit battement comme ça, il regarde les trois hommes qui restent là, un peu impassibles, sans bouger. Et puis l'un des hommes lui dit alors, t'es médecin? Oui, oui. Elle va mourir, hein. Je ne sais pas. Et là, évidemment, ce mot, elle va mourir, est un petit peu un électrochoc pour la conscience
du médecin qui est là, ça le réveille quelque part, hein. Alors il ouvre sa trousse dans la précipitation, il pense d'abord évidemment à soulager les douleurs de la femme, il se demande qu'est-ce qui a pu lui arriver, alors avec fébrilité, il cherche quelque chose dans sa trousse, finalement il trouve une ampoule, heureusement, d'antidouleur très fort, une espèce de composé de Valium, et il lui injecte, et la femme se calme peu à peu, mais rien qu'à voir son état, bien sûr, elle se dit qu'elle n'en a plus pour longtemps. Alors il se retourne vers les hommes, il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et presque dans la même phrase, il dit mais il faut appeler une ambulance. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas appelé une ambulance? Là des hommes répondent ambulance, ouais, l'État il conspire contre nous. L'État, on n'y croit pas, on n'appelle pas des ambulances. Puis d'abord, on vous a pas appelé, vous? Comment ça, vous m'avez pas appelé? Non, on vous a pas appelé. C'est peut-être les voisins, ils ont peut-être entendu la vieille qui criait. Et on n'aurait pas dû ouvrir la fenêtre. Alors, Abel est vraiment interpellé. Il n'ose imaginer ce qui s'est passé, quel drame a eu lieu dans cette cuisine. Son regard à ce moment-là tombe sur une friteuse qui gît sur le sol avec encore un petit peu d'huile répandue. Et il imagine sans aucune peine que le contenu bouillant de ce récipient a été versé sur la tête de la pauvre femme. Alors il contrôle un haut-le-cœur et il prend son téléphone portable, évidemment, et il regarde et il voit qu'il n'y a pas de réseau. Alors pestant contre ces endroits où on n'a pas encore de réseau dans cette campagne profonde, il regarde les hommes, il prend son courage à deux mains et il dit je vais appeler une ambulance. À un moment, il hésite à dire je vais appeler la police, mais il se dit non, je ne vais pas dire ça, même s'il va le faire. Mais il se dit je ne vais pas dire ça parce qu'on ne sait jamais comment ils vont réagir. Alors, sans attendre la réponse des trois hommes, il se dirige vers la sortie. Il n'y a pas de réseau ici. Oh, et du réseau, c'est quoi du réseau? C'est encore une fois ces conneries de modernité là, c'est quoi ça? Ouais, enfin, Abel n'écoute pas ce que lui disent les hommes. Il est déjà bien content qu'ils lui sautent pas tous les trois dessus. Alors il ressort de la ferme, il se retrouve dans la cour intérieure, il n'ose pas trop rester là, et puis de toute façon il n'a pas de réseau là non plus. Donc il court, il sort quelque part, il repasse le porche de la ferme, là il arrive face à la route, toujours pas de réseau. Il y a un champ qui lui fait face, un grand champ de maïs qui lui fait face comme ça, en face de lui. Alors il décide de s'y aventurer en espérant qu'à un moment, il va pouvoir capter un petit peu de réseau. Alors il a peur, en même temps, il a peur que les hommes se ravisent, il a peur d'entendre un coup de feu, il a peur de sentir une présence derrière lui, de ces hommes qui viendraient lui régler son compte, parce que visiblement, ils ont réglé le compte de cette pauvre femme. Qui était-elle, se demande-t-il? Leur mère, la femme de l'un, voilà, il ne peut pas imaginer. Et il avance dans ce champ de maïs et qui bruisse comme ça au fur et à mesure de son avancée. Et puis ça y est, à un moment, il sent une présence derrière lui. Alors, la peur monte du tréfonds de ses entrailles. Il se dit que là, voilà, il avait fait son métier de médecin pour aider les gens, évidemment, pas pour se faire assassiner comme ça, dans un coin paumé, en France. Et puis, prenant son courage à deux mains, il se retourne déjà, et il dit je vous préviens, hein, j'ai appelé la police, hein, ils vont... Puis là, il se tait, parce qu'en fait, il n'y a personne. Enfin, personne. Face à lui, se trouve une silhouette blanche, translucide. Et cette silhouette, il la reconnaît immédiatement. C'est la femme qui est en train de mourir. Dans cette ferme, se trouve là, devant lui. Il fait un bond en arrière. Madame, mais comment avez-vous fait pour vous relever? Puis à ce moment-là, il remarque à quel point, sous cette lune pâle, sous la lumière de la lune pâle, il voit derrière la femme les épis de maïs qui bougent lentement. Il les voit derrière elle, au travers elle, comme si elle était transparente.
Là, évidemment, ses cheveux se dressent sur sa tête. Il est paralysé par une peur atavique, la peur face au paranormal, la peur face à l'inconnu. Il veut dire quelque chose, mais il sent bien que tout ce qu'il pourra dire sera complètement déplacé. Et puis, il remarque qu'en fait, la femme lui fait signe. Elle indique le sol à ses pieds. Et à ce moment-là, elle se penche et elle fait ce geste, comme si elle creusait le sol de ses mains nues. Et petit à petit, bizarrement, eh bien, de la terre est soulevée, de la terre est mise de côté. Et dans un trou dans le sol, Abel voit une espèce de coffre, de boîte. Alors, il ne sait pas très bien quoi faire, il ne sait pas très bien quoi dire. Il détourne le regard quelques instants afin de trouver l'inspiration, et puis quand il regarde, tout a disparu. Il regarde à ses pieds, la terre n'a pas bougé, elle n'a pas été creusée. Son cœur bat la chamade, il sait pas quoi faire, et puis bon, la réalité se rappelle à lui, il repense à cette femme évidemment qui est en train de mourir dans cette cuisine, il regarde son téléphone et là il pousse un cri de victoire car il voit les quelques barres indiquant qu'il a du réseau. Alors sans plus tarder, il forme évidemment le numéro de police secours et quelques dizaines de minutes plus tard, la police est là. Appel n'a plus osé rentrer dans la ferme, il est resté bien caché dans le champ. Heureusement, les trois hommes ne sont pas sortis pour partir à sa poursuite. Ils n'ont pas quitté la ferme non plus, ils sont restés autour du corps de cette dame qui, malheureusement, a rendu son dernier soupir. Alors il explique tout ce qu'il a vu à la police, sauf évidemment la partie relative au spectre, il faut bien l'appeler comme ça. Et puis il rentre chez lui. Et cette histoire, évidemment, ça lui reste dans la tête pendant tout le trajet. Il rentre chez lui, il n'arrive pas à dormir. Il se fait une petite tasse de thé, il se dit qu'il ferait bien d'aller se reposer, mais chaque fois qu'il ferme les yeux, il voit non seulement le corps de cette femme, mais en plus, cette silhouette transparente qui lui fait signe. Alors il a une inspiration. Il s'assied à son bureau, il branche son PC, il fait quelques recherches sur la région sur internet. Il va rechercher dans les vieilles informations, dans les vieux journaux. Et là, il voit qu'en fait, il y a une dizaine d'années, il y a eu un casse dans une bijouterie. Et on n'a jamais retrouvé les coupables. Et dans le casse, au cours du casse, le bijoutier a été tué. Et les coupables, comme je l'ai dit, n'ont jamais été retrouvés. Et là, il a une intuition. Il se crée une adresse internet, bidon, et il envoie un message anonyme à la police, disant que le fruit du casse, eh bien, se trouvait dans les champs, dizaines de mètres, juste en face de la ferme. Et aux infos le lendemain, eh bien, avec surprise, il voit que la police a été fouillée, évidemment, en face de la ferme. Évidemment, le meurtre de cette femme, évidemment, fait la une des journaux locaux. Et la police a bien trouvé le résultat du casse. En fait, vraisemblablement, eh bien, ils n'avaient jamais osé revendre les bijoux parce que comme il y avait eu mort d'homme, ils avaient peur évidemment qu'on les retrouve. Et puis là, soudain, qu'est-ce qui s'était passé? Peut-être que la femme en avait eu marre, peut-être qu'elle avait eu envie elle-même de vendre les bijoux, peut-être qu'elle menaçait de dénoncer l'un ou l'autre, on le saura peut-être jamais. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu un désaccord autour de cette boîte de bijoux volés et les trois hommes, qui sont en réalité le mari et les deux fils,
ont assassiné respectivement leur mère et leur épouse. Sordide affaire, glauque, mon ami l'a échappé belle, mais surtout, depuis ce jour, le fait d'avoir jeté un œil de l'autre côté du voile a changé son existence. Il s'est retiré quelque part en ville, où il ne manquera plus jamais d'accès à Internet. Et puis, ça l'a rendu plus rêveur, plus philosophe aussi. Il sait maintenant qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas, like et abonne-toi. Salut, à la prochaine.